Bonjour. Bonjour Arnaud, ça va bien? Ah, Ah Mathieu, je t'avais pas ah, vu. bah Ça voilà. va bien? Bonjour Mathieu. Salut! Il y a Jalila aussi, j'ai vu. Et salut Jalila. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour Jalila. ça va bien? Ça va? Ah, Oui. profite du grand soleil du jour. Isabelle, tu nous as mis sous le spot. Oui. Oh my gosh. C'est un exercice. C'est surtout que j'avais très envie de vous entendre. Puis là, Jalila, ça faisait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps que je t'avais vu, donc c'était l'occasion. Ah ben ça fait plaisir. Je garantis pas de répondre selon des théories de fonction publique. Tu sais que c'est pas mon domaine, mais je vais partager mon expérience en fait. Je pense que personne a la même expérience que la tienne. Il y a une telle richesse à ce que tu contribues que j'ai même pas peur, Jalila. Oh, ok, la pression augmente. Est-ce que vous vous connaissez, Mathieu et Jalila? Non. Non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Enchantée, c'est un plaisir. Ben oui, pareil. Ça fait drôle de rencontrer des gens pour la première fois. Même chose avec Arnaud, on s'est jamais rencontrés. Je pense que ça fait drôle de rencontrer des gens pour la première fois sur Teams, comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est ton art, Mathieu, en arrière, ou c'est les artistes sont autres? C'est les enfants. Oui, Les artistes en émergence. Oui, c'est ça. C'est de l'art naïf. Ah, très joli. Donc là, j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de connexion avec Ah oui, c'est vrai. le truc de l'IEA, là, tantôt. Oui, en fait, tu mentionnes ça et je me dis, est-ce que c'est réglé? Parce que sinon, oui, la faculté des arts est taillant à manquer de connexion Internet. Donc, c'était à la toute fin de la rencontre, mais je ne sais pas. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça, je faisais un Teams avec Sylvie Richard et puis d'un seul coup, Voilà. tout s'est arrêté. Je me suis dit, pourtant, j'ai rien dit de méchant. Et, alors c'est ça, c'était vers peut-être vers 11h30, alors quelque chose comme ça. Mm. Ah, ben voilà. Allô Jean-François. Bonjour, c'est compliqué ce bon. matin. Il y a des petits Donc, soucis techniques, il paraît, de mhm. connexion. Le réseau est un petit peu problématique, disons. Ouais. Là, c'est revenu, mais ça marche. Le Wi-Fi n'est pas revenu. Ce qui fonctionne, c'est être connecté directement au réseau là, par le câble. Bon, Ok. ça va revenir. Bonjour, bonjour. Bonjour Christophe. Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien. Je vous vois pas, c'est normal? Non. Plus. C'est préférable. Ah bon? Non, c'est pas normal, on ne te voit pas non plus. Alors, je vais peut-être brancher ma caméra. Là, vous me voyez? Là, on te voit. Est-ce que tu nous vois? Non, je vous vois pas du tout. Ça commence bien. Ah ben, on te voit maintenant. Christophe, est-ce que tu t'es déjà servi de Teams, non? Oui, bien sûr. La blague du jour. La blague du jour, oui, c'est ça. Ouais. Je passe ma vie sur Teams. Oui, c'est ça. C'est étonnant. Non, je ne vous vois pas. Moi, ça m'est arrivé une fois en classe. Il a fallu que je déconnecte, mais aussi que j'éteigne Teams puis que je le reparte. Puis là, ça a fonctionné. Bon, bah, je vais essayer ça. Je reviens. Ok.
Un gros suspense. Christophe va-t-il revenir? Allô Grégory? Salut! Apparemment Christophe s'est reconnecté. Alors, c'est encore moi et vous êtes toujours aveugle en fait. Donc, c'est bizarre. Ok. Bon, nous, on te voit. Bon. Donc, c'est plutôt toi qui es aveugle. Oui, pardon. Comment ça se fait? La caméra est branchée, tout fonctionne apparemment. Est-ce que tu as un ordinateur où la webcam peut se fermer, tu sais, manuellement, là? Non, je suis sur mon Mac parce que l'autre ordinateur ne fonctionne plus au niveau des micros et des applications. Okay. J'adore la technologie. En fait. Parce que moi, ça m'est arrivé de tout marcher bien, mais j'avais oublié d'enlever retirer le petit cache devant la webcam. Alors je comprenais pas. Je dis, mais tout fonctionne. Pourquoi? Non, moi là, ça figure vert, donc ça marche. Vous avez accès. Ouais, c'est ça. C'est très curieux. J'ai pas droit à l'image. Bon, alors on va peut-être commencer. Voilà, donc je vais démarrer. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 4e webinaire de la Faculté des Arts et des Sciences sociales. Donc, pour rappeler peut-être un peu le but des webinaires de la faculté, c'est finalement d'inviter sur un sujet spécifique plusieurs professeurs et chercheurs de domaines et de disciplines différentes en lien donc avec les arts et les sciences sociales. Et donc aujourd'hui, le 4e webinaire a pour thématique espace citoyen et Covid-19. Et donc, à cette occasion, nous avons trois participants qui sont donc Djalilash Bilou, qui est professeur à l'école de psychologie et professeur-chercheur au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. On a également Christophe Trenel, qui est professeur de sciences politiques à l'École des hautes études publiques et qui dirige également la chaire Sangor en francophonie comparée, donc également à l'Université de Moncton. Et puis, nous avons Mathieu Wade, qui est professeur en sociologie au département donc, de sociologie et de criminologie. Donc, merci à vous trois d'être venus. Alors, petit rappel des règles d'usage. Alors, on éteint évidemment, maintenant on est tous habitués à ça. Hein. On fait en sorte d'éteindre nos micros de façon à éviter un petit peu les bruits connexes qui pourraient un petit peu interférer la présentation. Et puis également, chacun des trois invités, hein, comme vous le savez, dispose de environ 12 minutes pour faire vos présentations. On va commencer par les 3 présentations les unes à la suite des autres. Et puis, la dernière partie du webinaire va être consacrée aux questions et commentaires et aux échanges entre nous et vous. Donc, de nouveau, hein, merci à tous les 3 d'avoir accepté l'exercice. Et puis, je vais céder la parole à Djalila, puis ensuite il y aura Christophe et puis ensuite, dernier et non des moindres, on terminera avec Mathieu. Voilà. Donc, Djalila, je cède la parole. Merci beaucoup Arnaud, merci Isabelle pour cette belle opportunité que vous me donnez de partager un peu avec vous autour du Covid. J'étais un peu ambivalente. Est-ce que je préparais une présentation en bon et due forme, bien conceptuelle, bien canée scientifiquement, ou est-ce que je vous considère comme mon groupe de soutien psychologique et je vous partage tout de go ce que je ressens, ce que je vois, mes opinions. Elles peuvent être vraies ou fausses, mais en tout cas, c'est ce que je vois et je vis. Et donc, peut-être par paresse, j'ai opté par la deuxième parce que ça va venir naturellement. Alors, je vais faire beaucoup d'impro. Je vais peut-être faire des allers-retours, je ne sais pas là, mais je vous prépare tout du moins. Donc, j'ai regardé un peu les questions que vous nous aviez transmises et c'était intéressant pour moi. Je n'ai aucune formation en sociologie ni en sciences humaines. J'ai eu une formation très professionnelle, très canée. Et donc, je me suis posé la question sur l'espace citoyen. Crise sanitaire Covid, ça va bien, mais espace citoyen, ça c'était intéressant pour moi d'y réfléchir, notamment de mon point de vue en tant que citoyenne. Et
ce qui m'est venu beaucoup à l'idée, c'est que on parle d'espace citoyen, donc pour moi c'est quelque chose de bien établi et bien installé, bien ancré. Et à côté c'est la crise. Et en sachant que la caractéristique intrinsèque d'une crise, c'est vraiment sa durée limitée dans le temps. C'est que la crise, hein, c'est juste une période. Mais là, nous, après 13 mois de vie, sinon un peu plus, dans cette situation, ben, on se poserait la question, est-ce qu'on vraiment on est en train de vivre une crise, donc un caractère passager, ou est-ce que c'est un réel virage dans nos vies, nos sociétés, et donc il y a un caractère durable qui vient avec ça, et puis aussi comment cet espace citoyen va évoluer avec tout ce changement, notamment les dynamiques sociales, les relations humaines. Donc il y a tout un aspect qui a été empreint par cette crise sanitaire, mais il y a aussi toutes les institutions et les activités économiques qui ont été affectées par la crise. Mais en tout cas, en tant que citoyenne, le Covid m'a fait prendre conscience d'une trajectoire exponentielle qui était inattendue, puis qui est passée vraiment du choc informationnel. On se rappelle du jour au lendemain, on nous a dit on était en confinement. Après, c'était la crise de panique à l'échelle provinciale, mais internationale. Le monde entier vivait la même chose. Puis, il y a eu comme un réveil et une réactivité. Sinon, dans certaines régions du monde, il y a eu carrément une proactivité bien installée. Et puis là, on est dans la phase de préparation pour un futur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les années qui viennent et qui est essentiellement teintée par beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes et à tout point de vue. Alors, bien évidemment, pour moi, là, c'est comme une couche de plus par-dessus ce que les citoyens vivent déjà en termes de défis, aussi en termes de désillusion. Si on se rappelait bien, avant le Covid, il y avait une certaine désillusion politique, désillusion sociale, que ce soit ici au Nouveau-Brunswick ou ailleurs dans le monde. Moi, j'arrive du Maroc, j'ai beaucoup une culture française, donc il y a déjà 2 pays que je suis de très près, plus le Nouveau-Brunswick, plus le Canada. Donc, il y a énormément d'espace citoyen pour moi-même. Et du coup, ben, je me dis, OK, ben, il y a les guerres, il y a la pauvreté, la famine, il y a des pays avec des problèmes politiques monstres. Tout ça, des fois, est cumulé dans un même pays, mais comment les gens font face au Covid et comment ils continuent à avoir cette fibre citoyenne et s'engager socialement, en tout cas. Et donc, je me suis dit, OK, ben là, je suis en train peut-être de partir trop loin. Je reviens à mes questions. Là, je regarde les questions qui ont été posées pour le panel. Puis, je me dis, ben oui, OK. Alors, on veut réfléchir l'espace citoyen. Mais pour réfléchir l'espace citoyen, il faut réfléchir l'action qui s'y organise ou l'action qui s'y produit. Et donc, pour moi, là, ou ma lecture de tout ça, c'est que nous, en tant que citoyens, il faut qu'on se pose la question, que pouvons-nous, ou mieux encore, que devons-nous faire? Et là, ça réfère à notre responsabilité citoyenne, pour nous assurer que les fossés, sinon les ravins sociaux qui existent déjà, ne se creusent pas encore plus. Parce que je ne suis pas sûre qu'on va arriver à les réduire, mais au moins arrêter les dégâts. Et bien sûr, là-dedans, pour réfléchir à ça, j'ai besoin de revenir un peu à mon domaine. Moi, je suis médecin spécialiste en santé publique, je fais de la recherche en santé des populations. Donc, en gros, pour moi, ces fossés-là, ils réfèrent à quelque chose de super bien déterminés ou bien précisés, qui sont les déterminants de la santé ou les déterminants sociaux de la santé, qui d'ailleurs ont été revus dernièrement. Il y a beaucoup de sémantique là-dedans, ils ont été révisés, tant mieux, mais c'est quand même nos jalons de surveillance de l'état de santé de la population, et on les utilise beaucoup comme petits marqueurs
pour tracer notamment les iniquités ou les disparités en santé. Puis là, avec le Covid, c'est plus juste en santé, mais il y a aussi tous les aspects socio-économiques, les aspects culturels. Donc, il y a énormément d'éléments qui vont se rattacher, qui nous préoccupent en santé publique et qu'il va falloir mettre en place des mécanismes pour les évaluer, les suivre, traiter les problèmes et puis au mieux qu'on peut les prévenir, notamment si on les voit sous le volet d'un trauma collectif, sinon international. Alors, cela dit, les iniquités ou les disparités existaient déjà et je ne vous le cache pas, on le voit là, quand on regarde les déterminants de la santé publique a souvent été peu efficace et même dans certains cas bien désuète dans ses approches. On utilise beaucoup de modèles très traditionnels, que ce soit les modèles théoriques ou même les modèles d'action ou d'intervention. On a beaucoup compté sur des progressions historiques avec très peu de renouveau, très peu d'innovation, très peu de capacité d'ajustement ou de flexibilité et encore moins d'intersectorialité, en sachant que quand on regarde la définition de la santé, c'est vraiment, on parle de bien-être général, global, on ne parle plus de maladie. Alors, tous ces principes de base restent sur le plan de la rhétorique et dans l'action, il y a très peu de choses qui se passent. Alors, effectivement, ce qui s'est passé, ce qui est intéressant aussi, c'est que la santé publique a longtemps été, jusqu'à dernièrement, a été considérée comme un peu le parent pauvre de la médecine. Et puis là, avec le Covid, elle se voit propulsée sur le podium des champions sociaux. Et ça, c'était intéressant. Donc, pour moi, en tout cas, je vais peut-être vous donner un peu plus d'explications par rapport à ce parent pauvre. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La santé publique, c'est une spécialité médicale, mais qui est vue par les autres spécialités comme quasiment un échec à faire de la clinique. Tu sais, les gens vont en santé publique parce qu'ils ne sont plus en mesure de suivre leurs patients ou ils en ont marre des patients. Donc, c'est un peu le rebut de la médecine. Puis moi-même, qui suis spécialiste en santé publique, plusieurs fois, j'ai eu à répondre à une question qu'avec le temps, je commence à trouver marrante, mais que je trouvais très offensive ou très, en tout cas, très dégradante pour moi. Mais on me demandait, mais t'es médecin spécialiste en santé publique, mais tu soignes quoi au juste ? Et donc, parce que on a un gastrologue va soigner l'estomac et les intestins, un pneumologue les poumons, mais un médecin de santé publique, qu'est-ce qu'il soigne ? Pas grand-chose, à vrai dire, mais tout en même temps. Alors, j'avais toujours préparé une petite réponse en disant, moi, mes clients, c'est les groupes populationnels, c'est les décideurs, les gestionnaire. Mes outils cliniques, c'est la communication, c'est la stimulation ou le développement de programmes de politique publique, l'engagement et la mobilisation communautaire. Donc, et plus j'expliquais, plus vous imaginez bien que les gens plongeaient dans une abysse de doute et étaient plus vraiment sûrs de comprendre ce que je faisais et commençaient même à douter que je suis médecin ou que même il faut être médecin spécialiste pour faire tout ça. Donc, juste pour la petite histoire, pour vous dire comment le Covid a amené la santé publique un peu sous les projecteurs et l'a un peu poussé dans le dos parce que, comme on sait, la santé publique a des fonctions essentielles qui sont dépendamment des classifications. On parle de 4 ou 6, mais moi j'utilise beaucoup la définition de 4. Elles sont super simples. On a la surveillance, la promotion, la prévention et la protection de la santé de la population. Donc c'est très clair ce qu'on fait, mais on travaille pour améliorer la santé des populations avec un rôle de participation des citoyens, un rôle pour soutenir l'engagement des partenaires,
citoyens-experts, un rôle dans le renforcement des capacités d'action chez les citoyens en faveur de leurs conditions de vie ou qualité de vie. Donc, on est dans cette dynamique et donc c'est là où je vois un peu le relais avec l'espace citoyen. C'était engagement, ce lien direct de la santé publique avec les citoyens et le Covid l'a mis un peu à nu et la question, c'est que fait la santé publique avec les citoyens? Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant la pandémie, la santé publique s'est rapidement retrouvée sous les projecteurs des médias. Et puis, on le sait, nous, avec notre médecin hygiéniste pop star, Dr. Russell, ou au Québec, nos voisins avec Dr. Arruda, le super coloré. Donc, on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent en santé publique, mais on se demande c'est quoi le rôle. Alors oui, effectivement, elle gère la crise Covid à tour de bras depuis les 13 derniers mois, mais c'est quasiment que ça qui se passe. Elle a mis en place toutes les interventions et tous les moyens dont elle dispose, puis ça allait de la sensibilisation à même des mesures hyper restrictives avec le confinement, les zones rouges, tous ces aspects-là. Et puis bien sûr, avec toute une courbe d'apprentissage et ces erreurs-là, on l'a vu, ils arrivaient avec une recommandation, le lendemain elle changeait, donc tout le monde apprenait, mais c'est cette activité sinusoïdale là, ou sinueuse là, de décision, de pas de décision, de remise en question, a montré un peu la fragilité de la santé publique et aussi sa grande incapacité à vraiment rallier toutes ces fonctions essentielles et répondre en même temps à la crise Covid, mais aussi de continuer ces autres programmes. Je pense que tout le monde est au courant. Tout de suite, il y a énormément de programmes de prévention, notamment tous les programmes de dépistage des cancers, beaucoup de programmes en santé environnementale et même certains en santé mentale ont été un peu mis de côté pour permettre à la santé publique de mettre toutes ses énergies sur la gestion du Covid. Alors, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que cet espace vide laissé par la santé publique a beaucoup été pris en main par un mouvement citoyen, donc il s'est installé graduellement. Plusieurs organismes se sont engagés, ils ont mis en place des ressources, ils ont mis en place des efforts, ils ont créé des occasions de soutien à différents groupes populationnels vulnérables, ici et là dans la province, et on peut le voir dans les résultats, le Nouveau-Brunswick se démarque des autres provinces canadiennes, autant sur les cas de Covid que sur les effets. Et donc ça, c'est intéressant pour moi parce que ça me donne une idée sur l'espace citoyen est encore vif, il est encore présent et il agit. Il y a eu énormément de mobilisation, il y a des mouvements, je me souviens plus des noms, mais c'est Visit NB pour faire la promotion du tourisme au Nouveau-Brunswick. Il y a eu beaucoup de groupes sur la consommation locale, pousser les gens à consommer local. Il y a eu des groupes d'activités de toutes sortes, yoga et j'en passe sur Zoom, des groupes Facebook. Donc il y a vraiment eu énormément d'actions. Il y a eu aussi beaucoup de reconnaissance pour les professionnels de santé, pour les différents professionnels impliqués. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu pendant la nuit, les gens passaient en voiture, ils klaxonnaient juste à côté de l'hôpital pour dire aux professionnels qu'on vous soutient. Dernièrement, avec tout ce qui se passe dans la région d'Edmundston, il y a des gens qui ont écrit des messages de reconnaissance. Je pense que l'hôpital de Georges Dumont a envoyé des petits, je pense que c'est des gâteries, en tout cas je me souviens plus de ce qu'ils envoyaient, mais ils envoyaient des petits colis à leurs collègues dans la zone 4. Donc vous voyez, il y a une mobilisation et je pense que ça c'est essentiellement ce qui reflète la caractéristique sociale du Nouveau-Brunswick. On est une province où la dynamique sociale est très présente. Alors ça, c'est très intéressant. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs actions
moi, je n'en connais que certains et je suis sûre qu'il y en a plein. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu d'harmonisation, il n'y a pas eu de structure de soutien et il y a eu très peu de vision globale. C'était beaucoup des visions locales, mais l'essentiel, c'est que les gens se sentent impliqués. Alors maintenant, cet engagement communautaire et cette cohésion sociale, ben, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que l'identité néo-brunswickoise, l'identité linguistique que les francophones et les anglophones ont mis en place, et peut-être même l'identité acadienne. Donc pour moi, l'identité n'est pas remise en question par le Covid. Au contraire, elle a été renforcée, mais c'est juste qu'il n'y a pas de tribune pour démontrer cet engagement et cette cohésion sociale, ou tout du moins on est encore dans les feux, donc on n'a pas eu le temps de s'y arrêter. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que toute cette énergie et toutes ces actions vont réduire les iniquités? Est-ce qu'elles sont inclusives? Je n'ai pas vraiment de réponse pour ces questions-là, mais on pourrait se poser la question et réfléchir au rôle joué ou céder à certains sous-groupes populationnels. Et là, je parlerai essentiellement les groupes immigrants, les communautés LGBTQ+, les communautés autochtones, les personnes à mobilité réduite, et il y a bien d'autres sous-groupes qui pourraient être impliqués, et on ne sait pas c'est quoi leur niveau d'engagement en tout cas dans cet espace, parce que pour moi c'est un espace citoyen qui est intéressant. Alors aussi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que cette action citoyenne, bien que très présente, elle était très fragmentée, comme je dis, elle est très locale, et donc souvent elle reste invisible, bien sûr, et oui, ok, d'accord, il reste 2 minutes. Elle révèle, comme je dis, une cohésion sociale et un engagement communautaire. Mais bon, ce qui est important à ce niveau-là, oui, elle existe, mais il faut qu'elle soit présente dans le futur. Je ne sais pas comment il faut le faire, mais on s'attend à un effet boomerang qui commence même déjà à se ressentir. Il y a un épuisement des professionnels de la santé, un engorgement des structures hospitalières. Il y a aussi un ralentissement de nombreux programmes de prévention. Donc, il y a énormément d'effets négatifs au niveau du système de santé. Mais aussi, en corollaire, il y a énormément d'effets positifs. La pandémie a poussé un peu dans le dos le système de santé. On a eu un boom incroyable en matière de visites médicales virtuelles. Il y a eu un code de rémunération pour les consultations par téléphone. Donc, il y a des choses, des secteurs dans lesquels le système de santé était un peu hésitant ou résistant, mais le Covid a mis en place un coup de pouce pour les pousser. Maintenant, encore, c'est des approches ou des stratégies qui ont besoin d'une infrastructure beaucoup plus importante que juste d'avoir un Zoom ou d'avoir un téléphone. Quand on met en place la médecine digitale ou la médecine virtuelle, il y a une panoplie d'outils et de plateaux techniques nécessaires, ce qu'on n'a pas pour le moment. Alors, je ne dirais pas qu'on a réellement changé le système de santé. On a commencé, mais ce qui s'en vient va être énorme. Et donc, on a eu une première rencontre avec la ministre de la Santé pour discuter un peu de la réforme de la santé. J'ai fait partie du groupe pour la santé des francophones. La discussion est riche, elle est intéressante, elle est rassurante. Probablement des changements vont s'en venir, mais on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est. Et pour le moment, on est encore sous l'emprise du Covid, et je pense pas que les changements vont être implantés de sitôt. De toute façon, on pourrait se poser la question, est-ce que ça va être des changements à teinte politique ou des changements rationnels
qui serait basé sur les données épidémiologiques et scientifiques et qui adresserait vraiment les déterminants de la santé. Et donc là-dedans, en regardant cet espace citoyen comme outil ou instrument d'influence de la prise de décision, mais aussi d'action et de mise en place des décisions. Et pour moi, le mystère reste complet. Et puis, je n'ai pas la prétention de trouver la réponse aujourd'hui, mais je voulais juste vous partager un peu tout le méli-mélo qui se passe dans ma tête. Bien, merci beaucoup. Et bien, sans plus tarder, je vais céder la parole à Christophe. Alors merci Arnaud. Moi, ce que je vais faire, c'est un peu, je dirais entre guillemets, surfer sur ce qu'a pu présenter Jalila, en parlant tout autant à la fois de mon expérience du Covid. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste des pandémies, ni des dimensions politiques des pandémies, mais à travers cette expérience et puis à travers aussi peut-être des auteurs que j'ai pu lire et qui parlaient d'un certain nombre d'enjeux tournant autour des catastrophes, peut-être essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive et puis essayer de proposer une lecture peut-être critique justement de ces événements et puis d'éventuellement réfléchir à ce qui risque de nous arriver par la suite. Je suis un professeur, je suis un citoyen, je suis un immigrant. Et comme vous, sans doute, je constate que nos vies ont complètement été bouleversées, nos libertés aussi, celle de circuler, celle de rencontrer, de dialoguer avec nos proches, de faire notre métier aussi, tout simplement. On a été complètement bouleversés dans nos habitudes. On vit au milieu de nouvelles normes qu'on observe, qu'on respecte, qu'on constate. On le constate quand on fait ses courses au magasin, le confinement qui aussi entrave considérablement notre liberté de circulation. On vit finalement dans un nouvel ordre inimaginable. Et on est en train de le vivre. Et pourtant, si on nous avait dit il y a 2 ans ce qu'on serait en train de vivre, on l'aurait vraisemblablement pas cru. Un nouvel ordre auquel pourtant nous nous adaptons et j'ai l'impression en tout cas que ce qui est un des grands enseignements qu'on peut tirer de tout ça, c'est notre capacité à nous adapter à l'inimaginable. Ces prochains jours, on va voir la frontière avec la Nouvelle-Écosse se fermer un peu plus avec cette situation qui pourrait paraître absurde où quand on va vouloir aller en Nouvelle-Écosse, on sera confiné 15 jours et quand on va vouloir revenir au Nouveau-Brunswick, on sera confiné 15 jours. Donc si vous voulez faire un petit tour en Nouvelle-Écosse, vous aurez 1 mois de confinement. Voilà, on en arrive à des situations de cet ordre. Donc on a développé collectivement et rapidement une culture de l'isolement qui va d'ailleurs bien au-delà des corps. Nous le sentons bien, nous le ressentons bien. C'est pas pour rien qu'on est passé de préoccupations, et Jalila l'a beaucoup mentionné, de la santé physique, à des préoccupations de plus en plus grandes quant à notre santé mentale. La nôtre, celle de nous, chaque individu, celle de nos proches, celle de nos collègues, celle de nos étudiants en tant que professeurs. Donc on est confronté un peu partout à justement des problèmes à la fois de santé physique et de santé mentale. Alors on parle de nouvelles normes, de nouvelles normalités, mais je serais amené à questionner cette nouvelle normalité. On est plutôt face à des nouvelles ritualisations et de nouvelles routines, de nouveaux rapports aux autres aussi. L'écran est à la fois, et on le voit très bien, on est en train d'en faire l'expérience, c'est à la fois un passage, un moyen de communication, mais c'est aussi un obstacle. Très concrètement, par exemple, un bris technique m'empêche de vous voir alors que vous me voyez. C'est un des multiples obstacles technologiques auxquels on est au quotidien confronté. C'est l'expression faire écran.
l'expression faire écran, c'est pas franchement une manière de favoriser l'échange. On a un écran devant nous, mais quand on dit que ça fait écran, ça fait obstacle aussi. Donc cet écran, c'est à la fois un moyen et un obstacle. C'est une pratique qui nourrit de considérables incommunications, beaucoup de malentendus, de quiproquos. Alors on a l'impression de communiquer, mais en fait on communique pas vraiment. Là aussi, la rencontre physique, le simple fait de partager un moment ensemble, au-delà de l'intermédiaire des écrans, c'est quelque chose qui n'est pas remplacé par ces technologies. Ce qu'on constate aussi, et là je vous donne un peu toute une série d'idées pêle-mêle, c'est une défiance à l'égard des autres, hein, le danger des autres, l'idée d'une contamination, le danger aussi, derrière cette considération de l'autre comme un danger, le danger de percevoir l'autre comme un danger. C'est dangereux, cette dimension. Finalement, le danger des autres qui cible directement ce qu'on pourrait appeler notre animalité politique, notre aptitude, par le fait de nous voir, de nous rencontrer, de vivre ensemble un moment, d'entretenir une aptitude à faire société, tout simplement. Et à ce sujet, je suis assez inquiet des conséquences de cette virtualisation, notamment sur le milieu dans lequel je baigne au quotidien, c'est-à-dire le milieu de l'éducation, que j'estime déjà préalablement excessivement colonisé par la culture technologique. Et je crains que cette technologisation dans le milieu de l'éducation puisse se prolonger et s'accentuer avec le temps. Une autre inquiétude, c'est aussi l'état de nos débats démocratiques. Il y a un côté pathétique à constater au journal télévisé ou à la télévision, à CPAC, je pense. Ces sessions parlementaires où finalement on est face à des parlements vides ou au 4/5e vide, c'est quelque chose d'assez pathétique et d'assez problématique pour nos démocraties. Alors, il y a un paradoxe de ces rituels et de ces routines que j'évoque, c'est qu'ils sont largement erratiques, ils changent tout le temps et on ne s'y fait pas finalement. Il y a aussi un processus de saturation médiatique qu'il faut relever au point d'en oublier les autres enjeux pourtant cruciaux du moment. On est confronté parfois lorsqu'on s'abreuve au quotidien de ces informations sur la Covid, partagées entre une certaine forme parfois de langue de bois ou de discours répétitifs sur ces choses, notamment de la part des pouvoirs publics, et d'un autre côté, une invasion de fake news sur les réseaux sociaux face auxquels il est bien difficile de s'y retrouver et de rester lucide et de rester raisonnable. C'est difficile de laisser toute sa place à la raison et d'essayer de lutter contre les passions parfois qui sont justement déraisonnables. Il y a beaucoup à dire aussi sur les mises en scène du pouvoir à la télévision et sur un certain nombre de partages de tâches parfois troublants entre le personnel de santé et les responsables politiques. Alors comment lire tout ça, tous ces constats un peu que je vous livre pêle-mêle? Il y a quelques années, je donnais un cours de lecture dirigée, et dans ce cours de lecture dirigée, je faisais lire à mes étudiants 3 auteurs qui sont souvent présentés comme un peu des prophètes de malheur, Gunther Anders, Ulrich Beck et Jean-Pierre Dupuis, qui traitent chacun à leur manière, dans leurs œuvres, des catastrophes et surtout de notre capacité soit à les provoquer, soit à les aggraver. Il est, je crois, pertinent de relire ces auteurs pour mieux comprendre ce qui nous arrive et notre attitude collective. Ce sont des auteurs inquiets face aux risques courus par notre humanité. Alors, à l'époque, Gunther Anders écrit dans les années 70, Ulrich Beck dans les années 80, et puis Jean-Pierre Dupuis plutôt plus récemment, dans les années 2000. Mais à l'époque, dans les années 80, le risque, c'était le risque nucléaire. Mais finalement, leurs réflexions m'apparaissent assez pertinentes pour lire
la pandémie et la catastrophe qu'on traverse, pour au moins 2 réflexions que ces auteurs nous proposent. Premièrement, le rôle, le statut, le regard à accorder à un sentiment, un état qu'on n'aime pas, et qu'en tout cas on ne valorise pas, surtout dans nos sociétés de performance de plus en plus prises de cécité, je dirais, sur nos propres fragilités. Ce sentiment, c'est la peur. Ulrich Beck nous dit dans La société du risque, et je le cite, « J'ai peur. La communauté de peur vient se substituer à la communauté de misère. En ce sens, la société du risque est caractéristique d'une époque sociale où se forge une solidarité dans la peur, laquelle devient une force politique. » Fin de citation. Alors, une force politique qui peut, semble-t-il, être de 2 ordres. Elle peut être négative, cette force politique. C'est la peur délétère, celle du repli sur soi, de l'autodéfense, qui conduit surtout dans un contexte extrêmement anxiogène comme celui qu'on traverse, démultiplié, je dirais, par ces nouvelles technologies et les réseaux sociaux et l'overdose médiatique qui nous insère de plus en plus, en une force politique mortifère, qui est faite de complots, de traquenards, de souffrances, d'intimidation. Et le racisme, je dirais, en est un excellent exemple. Et puis, il y a une force, du moins, il y a une peur qui est peut-être plus positive, une peur peut-être aussi plus altruiste, et qui consiste, face au risque, à faire tout simplement preuve de prudence individuelle, mais aussi collective. C'est la vertu oubliée de la peur. Pourquoi, finalement, avons-nous peur ? La peur n'évite pas le danger, dit-on. C'est faux. Elle peut être une voie d'accès à la connaissance et nous permettre de réagir promptement face à ce danger. Un exemple tout bête, c'est laver un légume avant de le consommer, quand on l'a acheté au magasin, ou plus gravement et plus systématiquement, c'est une autre manière d'avoir peur et de réclamer une action face à cette peur, voire réglementer l'épandage de pesticides autour d'agglomérations comme la ville de Moncton, par exemple. Alors, sa plus belle expression contemporaine de cette peur peut-être un peu plus altruiste, c'est celle du principe de précaution, qui ne consiste certainement pas à nous soumettre à la peur, mais bien d'en tenir compte pour faire preuve d'une vertu essentielle dans notre aptitude à faire société. Et cette vertu, on l'appelle la prudence, une sorte de cocktail fait de peur, de prévision, et puis surtout peut-être de raison. Et c'est là peut-être un deuxième enseignement que je perçois de ces auteurs, c'est le regard qu'on doit porter sur notre propre responsabilité face aux dangers que nous courons et que nous faisons courir à l'environnement dans lequel on évolue. Il faudrait que nous défatalisions la Covid, souvent qu'on stigmatise comme un avatar de Dame Nature. J'aime pas trop cette manière qu'on a d'essentialiser la nature. La nature n'est pas dotée de raison à ce que je sache. Pourtant, on la présente souvent comme ça, surtout pour parler de la Covid. Et ce qu'il faut, c'est qu'on considère finalement la Covid pour ce qu'elle est vraiment. Non pas une catastrophe naturelle, mais une catastrophe au cœur de laquelle se situe notre propre humanité, une catastrophe dont il faudrait questionner les responsabilités, et notamment les responsabilités collectives. Et ces auteurs, dans leur œuvre, nous font comprendre dans quelle mesure la nature qui présentait un danger, une inconnue, a été progressivement contrôlée, humanisée, au point où c'est plutôt l'humanité qui devient un danger pour les autres équilibres environnementaux. Cette approche nous permet de considérer autrement ces catastrophes en constatant qu'à défaut de les provoquer parfois, après tout, nous ne sommes pas responsables des tsunamis par exemple, nous contribuons par notre imprudence, par notre incapacité ou notre absence de volonté à vouloir prévenir le risque, anticiper les effets secondaires, les dommages collatéraux de nos actions, à renforcer considérablement aussi les effets de ces phénomènes naturels. Une catastrophe naturelle n'en est finalement une
que parce que nous évaluons la nuisance qu'elle provoque sur nous et sur nos activités, notre existence, notre santé. Et un des exemples donnés par Jean-Pierre Dupuy dans son ouvrage, c'est Fukushima. Le risque zéro n'existe pas. Nous ne provoquons pas toujours, bien évidemment, le phénomène. Le tsunami responsable, du moins déclencheur de la catastrophe, ça n'a pas été provoqué par les hommes, par les individus. Mais l'imprudence de créer une centrale nucléaire et de la prévoir de cette façon-là, c'est bel et bien une imprudence. Nous générons la dimension catastrophique par nos activités plus ou moins prudentes, au risque plus ou moins considéré ou oublié. Alors c'est un peu la manière dont il faut, à mon sens, lire la pandémie actuelle. Il y a eu par le passé des pandémies, et on nous en prédit bien d'autres, mais posons-nous la question de notre propre responsabilité collective dans la démultiplication de ces effets. Quel a été notamment l'impact de l'idéologie ultralibérale qui nous a conduit dans le même temps à voir s'effriter nos biens communs, la santé, l'éducation, la culture, et simultanément voir émerger des fortunes colossales et des personnes qui ont fait sécession de l'humanité de par l'atteinte d'une certaine richesse qui dépasse finalement l'entendement. Il y a un rapport peut-être de cause à effet qu'il faut faire là entre l'un et l'autre. Une société de consommation aussi qui nous conduit au paradoxe de voir sur des chaînes de télévision publique, et c'est un exemple parmi d'autres de ces paradoxes, voir défiler des réclames sur de gros camions alors qu'on suit une émission de sensibilisation sur les effets du réchauffement climatique. Alors vous allez me dire, c'est un peu éloigné du Covid. Pas tant que ça, parce que je pense que cette culture finalement de l'insouciance par rapport à toute une série d'enjeux environnementaux que nous traversons, cette insouciance, cette relative insouciance peut avoir des conséquences très directes dont nous subissons les conséquences actuellement. Les milliers d'hôpitaux en moins dans les hôpitaux publics, la marchandisation du secteur public entier ont contribué à faire de cette pandémie une catastrophe. Alors, quel avenir on peut percevoir? Collectivement, l'humanité fait face, vaille que vaille, à cette pandémie qui constitue une véritable menace. Elle apporte sans doute la démonstration que la volonté politique produit des effets et qu'il est possible d'agir sur le réel, d'y consacrer, quand il le faut, les moyens qu'il faut. On le voit bien, il y a des milliers de milliards de dollars qui sont consacrés à la fois aux effets, à la pandémie elle-même, mais aussi aux effets de cette pandémie, et c'est heureux. Mais si on est capable d'agir sur cette pandémie, j'ose espérer qu'on sera aussi capable, ou qu'on prend conscience collectivement, qu'on est tout à fait capable de traiter aussi toute une série de menaces graves qui pèsent sur finalement notre humanité. Il y a les vieux virus qui ont la vie dure et qui perdurent, comme le sida, les maladies curables, la malnutrition, les inégalités sociales, l'injustice sociale, l'injustice fiscale, le réchauffement climatique et j'en passe. Donc, on est capable collectivement de pouvoir agir. Donc, c'est une forme de réhabilitation de la décision politique collective. Quand on le veut, on le peut. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau et qui vient à l'encontre finalement d'une idée qui était répandue et qu'on avait communément acceptée tous collectivement. C'est l'idée que finalement le politique ne peut pas grand-chose. Mais on s'aperçoit, cette pandémie doit nous faire prendre conscience que, encore une fois, quand on le veut, on le peut. Alors c'est une forme d'espoir quant à l'avenir. On peut espérer que ce décilement collectif, cette prise de conscience collective peut nous conduire vers un monde meilleur. En tout cas, on pourrait l'espérer. On peut l'espérer notamment en voyant, il y a des choses, et je voudrais terminer sur une petite note d'espoir, c'est ce qu'on constate à la fois actuellement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Un petit indice qui pourrait être intéressant, c'est
l'augmentation des impôts sur les sociétés. Alors, ça peut paraître complètement anecdotique, mais c'est quelque chose de relativement nouveau et qui annonce peut-être une révolution fiscale qu'il faut espérer de toutes nos forces, tout simplement parce qu'on vit dans un monde caractérisé par de profondes inégalités sociales. Et encore une fois, ces inégalités ne sont pas inéluctables. Elles ne sont réelles que parce qu'on les a laissées se développer. Et il y a un excellent bouquin que je vous conseille vivement de lire, de Zuckman et Sayz, sur les injustices fiscales et les meilleures manières de les traiter. Et j'ai l'impression que leur bouquin n'est pas resté lettre morte si on voit un peu les quelques réformes qui sont initiées par la nouvelle équipe de Joe Biden aux États-Unis actuellement et qui pourraient inspirer largement les autres démocraties, les autres vieilles démocraties. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, merci. Ben, sans plus tarder, je m'excuse, je dois jouer le maître du temps, même que ce soit pour Jalila ou Christophe, je vous ai envoyé des messages, je suis vraiment désolé, à chaque fois c'est hyper intéressant, mais j'ai la lourde tâche d'essayer de faire en sorte qu'on rentre dans le cadre du temps imparti. Merci à Christophe et Mathieu, donc ben, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Donc oui, c'est ça, je vois le temps qui file et je vais donc essayer d'y aller le plus rapidement possible pour qu'on ait quand même un petit temps de discussion. J'ai eu un peu peur en entendant Christophe. En fait, j'étais content parce que j'étais d'accord avec toi, mais on allait aborder un même auteur, mais je me rends compte qu'on ne le faisait pas tout à fait à propos du même angle. En réfléchissant à quel angle j'allais prendre pour penser la COVID et l'espace citoyen, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être aussi m'inspirer de Beck, mais essayer de comprendre le lien entre science et démocratie, parce qu'il me semble que c'est un des éléments qui est apparu au cœur de la COVID. La science a fait soudainement irruption dans nos vies et elle a complètement bouleversé la sphère intime, la sphère politique, la sphère économique. Et donc, je me suis posé la question, comment comprendre ceci en me disant que, comme Jalila et Christophe l'ont dit, la COVID, elle a simplement agit comme accélérateur de tendances qui étaient déjà présentes dans nos sociétés, y compris quand on parle de science et de démocratie. Mais ce qu'on a vu, c'était que pendant la COVID, plus que jamais, notre vie politique a été dictée par des discours experts et qu'il était question de faits, de vérité, plus que de valeurs. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Et étant donné qu'on était rentré dans un contexte où c'était le discours expert, étant donné la peur qui était générée, Christophe en a parlé, on voulait être rassuré par les experts et donc on s'est mis à rechercher les faits, la vérité. Donc Radio-Canada s'y est mis, Twitter avait ses alertes aux fausses informations, même la SANB s'est lancée dans la chasse à la désinformation liée à la COVID. Partout, on cherchait des vrais experts avec les vrais faits, comme si, une fois qu'on était armé des vrais faits, les décisions politiques, elles s'imposeraient d'elles-mêmes, que la politique, elle serait finalement secondaire. Armons-nous des faits, puis ensuite la décision va s'imposer. Et à propos de ça, donc de cette relation complexe entre science et démocratie, il me semblait que Ulrich Beck, donc sociologue allemand, connu pour sa théorisation de la sociologie du risque, la société du risque, est mort en 2015, il apportait quelque chose à la contribution, donc c'est un peu un exercice m'inspirant de lui. Je ne vais pas vous faire un commentaire de son livre, c'est pas le but aujourd'hui, mais m'inspirant un peu de ses thèses, essayer de comprendre le lien donc qu'on voit entre science et démocratie. Beck, dans les années 80, donc au cœur de la question nucléaire, donc, nous parle d'une société du risque. Et le cœur de sa thèse, c'est de dire qu'on est rentré dans une phase où l'humanité, par la science, elle est capable de prendre la mesure des risques qui pèsent sur nous, mais notre action collective, notre action quotidienne, le simple fait pour la modernité de poursuivre son cheminement génère aussi des risques. Et donc, on devient de plus en plus conscient des risques, mais on en devient aussi de plus en plus responsable. Et là, les exemples sont nombreux, le nucléaire, le dérèglement climatique, la pollution des eaux, des aliments. Et ces risques-là, de plus en plus nombreux, sont généralement invisibles. C'est-à-dire qu'ils exigent la médiation de la science, d'experts, pour devenir visibles, gérables, pour devenir publics et s'immiscer dans la sphère politique, dans la sphère publique.
Et donc, dans une société du risque, les experts ils vont être investis d'une mission qui est toute particulière. C'est eux qui nous disent ce qu'il en est du monde, d'un monde qui est peuplé d'entités qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont de plus en plus complexes et réactives. Et donc, les experts, ils ont la tâche de nous dire de quoi le monde est fait, comment le monde se comporte. Ils nous disent ce que nous, les profanes, on est incapable de voir de nos propres yeux. Alors, on a ici, je pense, quelque chose qui correspond tout à fait à la situation de la COVID. Hein. Soudainement, on a un virus, quelque chose qu'on ne peut pas voir, on a des courbes, on a des... donc, les experts nous ont permis de rendre visible ce qui était au départ invisible. Et je pense que le moment le plus marquant de ce pouvoir-là des experts, ça a été le 11 mars 2020, quand l'OMS a officiellement déclaré la pandémie. Donc là, les experts, ils baptisaient la situation, on donnait un nom et on appelait à l'action. Et là, depuis, les experts médicaux sont omniprésents pour nous restituer en temps réel l'état de la pandémie. On a donné une matérialité à l'état d'urgence, à l'état d'exception, et il y a toute une mise en scène dont Christophe avait parlé un peu pour rendre visible cette réalité invisible-là. Donc, conférence de presse avec au milieu les médecins hygiénistes en chef, les codes de couleur par région, le port du masque comme, à la fois comme outil de protection, mais aussi comme symbole de notre croyance en cette entité invisible-là, puis comment on la prend au sérieux et qu'on agit en conséquence. Il y a aussi la mise en scène des morts. Et là, je vous le mets, vous voyez un 27e décès lié à la COVID, et c'est un homme de 90 ans et plus, ou une femme, un individu de 90 ans et plus. À moins qu'on soit le prince Philippe, généralement, un décès, quand on a 90 ans, on ne fait pas la une, mais ici, on a eu un contexte où il y a une mise en scène de cette réalité invisible-là. Donc, c'est rare des occasions où on a vu des discours experts prendre ainsi le contrôle de la vie politique, économique, intime, familiale, et le politique s'est plié à la science dans ce cas-ci. Dans d'autres cas, c'est plus complexe. Hein. J'ai mis en bas de la diapo l'humanité épuise la Terre, et là, on le voit que les États ont de la difficulté à atteindre les cibles de l'accord de Paris, à prendre au sérieux la pleine mesure des avertissements que les experts du GIEC nous donnent. Donc, comment expliquer ces deux poids, deux mesures? Là, on avait un risque qui était simple. Hein. C'était un risque direct et contagieux. Il y avait un risque de mort qui était lié directement au contact avec le virus. Et donc, l'action était relativement simple. Et c'est parce que la chaîne causale du virus était simple, contrairement à la question climatique, qu'on a pu agir et se soumettre ainsi à la science. Et finalement, c'est une soumission à la science qu'on a recherchée pour nous prémunir de la peur. Dès qu'on a baptisé la pandémie, on voit que la courbe de popularité des premiers ministres d'à peu près toutes les provinces canadiennes sont montées en flèche, grimpées de 20 points, 30 points. Soudainement, on se ralliait derrière eux, on attendait d'eux une action, et quand ils réagissaient et qu'ils répondaient à l'appel des experts, on manifestait notre accord. Mais en même temps, il y avait une polarisation du débat public. Autant il y avait une montée fulgurante de l'adhésion aux politiciens et aux politiciennes, il y avait un contre-discours qui est en train de se mettre en place, d'où ce que je vous ai montré plus tôt, les décrypteurs de Radio-Canada, puis la lutte à la fausse information. On s'en remettait à la science et en même temps, la place de la science commençait à être contestée dans des réseaux obscurs, puis de moins en moins obscurs, puis de plus en plus présents sur les médias sociaux. Et donc là, il y a eu une polarisation assez claire entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui se revendiquent de la science et ceux qui se méfient ouvertement des experts. Et dans ce contexte-là, la COVID, c'est un cas d'école, mais dans le rapport entre science et démocratie, puis la science et l'espace public, je pense que ça n'invente absolument rien, ça reprend des choses qui sont tout à fait typiques d'une société du risque. Et donc ici encore, Beck est utile pour comprendre le contexte dans lequel on se trouve. On se retrouve dans un contexte de risque particulier, mais je pense que la polarisation du débat revient à une perte d'autonomie que Beck nous théorise dans les sociétés du risque. Et cette perte d'autonomie-là, elle a été de trois niveaux. Alors, juste un instant. Et je pense que donc on peut
essayer de comprendre comment est-ce que des gens se sont ralliés à la science ou d'autres se sont ralliés à des théories du complot qui prennent différentes formes. Mais d'une part, il y a une perte d'autonomie individuelle qui était les restrictions liées à nos déplacements, la fermeture des frontières. Et tout ça, ben, ça vient comme une mesure particulière, un état d'urgence, mais il y a des gens qui, se méfiant de l'État, craignent que l'État excède un peu son pouvoir et ne recule pas une fois l'état d'urgence terminé. Est-ce que l'état d'urgence va être terminé? Donc, moi, j'ai pas d'opinion claire là-dessus. Ben, en fait, je pense que l'état d'urgence va s'interrompre, mais on a tout un mouvement qui va craindre l'érosion des libertés et qui va se méfier du rôle de l'État au moment même où l'État devient de plus en plus central, à la fois pour nous protéger de la menace, mais aussi pour nous expliquer cette menace-là qui est invisible à nos propres yeux. Et c'est là où il y a, je pense, le cœur du problème puis de la relation complexe qu'il peut y avoir entre science et démocratie. Les institutions deviennent centrales parce que le risque, il limite notre capacité individuelle à nous faire une idée sur le monde. On n'est pas des épidémiologues, des virologues. Donc, c'est impossible pour nous, simples citoyens, de se faire une idée. Alors, on doit s'en remettre à des autorités supérieures qui vont être jugées garantes d'une certaine légitimité. Mais dans une société du risque, on le disait au début, la croyance dans le progrès, la croyance dans la science devient éminemment problématique. Parce que le risque est à la fois découvert par la science, mais causé par nos sociétés technoscientifiques. Alors, les conditions même qui exigeraient qu'on accorde notre confiance à la science sont minées par notre société du risque. Et ici, les exemples, ils sont nombreux. Et donc là, j'essaie d'aller vite. Là. J'ai des trucs, mais je vois qu'il est presque 13 heures. Les exemples sont nombreux de cas où l'expertise dans nos sociétés, elle a été défaillante. Vous avez, dans le cas du Nouveau-Brunswick, on voulait éradiquer la tordeuse du bourgeon de l'épinette dans les années 50 à 70, donc épandage massif de DDT, donc des programmes menés par des experts avec des conséquences qui étaient imprévues, mais qui sont encore réelles aujourd'hui. On a Santé Canada à qui on s'en remet pour l'homologation des vaccins, et en même temps qu'on a un discours qui nous dit, bon, faisons confiance à Santé Canada. Dans d'autres cas, cette institution-là peut être un peu plus problématique. Par exemple, on apprend que pour homologuer le glyphosate, on se fie sur des données qui sont frauduleuses, qui sont fournies par l'industrie. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que ça devient compliqué pour le citoyen qui est privé de son autonomie intellectuelle pour se faire un jugement sur le monde. On doit s'en remettre à des entités qui, par définition, dans une société du risque, ont une crédibilité problématique. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes, il faut les faire parler, et à savoir comment est-ce qu'on les fait parler, ben ça, c'est toute la question. Une fois que la pandémie va être finie et qu'on aura terminé notre état d'urgence, comment est-ce que tout ceci va se passer? Bon, on peut s'attendre à ce que les experts médicaux vont quitter le devant de la scène et là, on va revenir aux experts, sans doute économistes, parce qu'on a dépensé des fortunes, hein, et on a complètement inversé tout ce qu'était l'orthodoxie économique. Et je vous donne un exemple, et ce n'est pas pour m'acharner sur lui, mais c'est juste que je pense que c'est un exemple éloquent. Donc, Richard Saillant qui nous appelait et qui nous rappelait constamment qu'on était au bord du gouffre et qu'on avait des dépenses publiques qui étaient insoutenables et qui, quand un gouvernement l'écoute, mais là, en temps de pandémie, critique l'obsession du déficit zéro. Et ça crée une situation pour le citoyen ordinaire de savoir, une situation difficile, comment savoir à quel expert s'en remettre, comment savoir à quelle autorité s'en remettre. Et ça, c'est le propre d'une société du risque. Et je pense que la COVID, elle a peut-être exacerbé encore une fois cette tendance-là, parce que la science a tellement pris le devant de la scène. Mais ce qu'il faut essayer de trouver, c'est parmi toutes ces situations-là, une place pour
le citoyen. Et ça, je pense que c'est le grand débat, le grand défi, comment trouver un espace citoyen, comment permettre la légitimité d'une parole citoyenne pour construire aussi la réalité, pour pouvoir dire l'état du monde et ne pas s'en remettre uniquement à des experts, parce que ce qu'on a vu, c'est que malgré toutes les tentatives qu'on peut faire pour essayer d'éradiquer les fausses nouvelles, on est face à de l'invisible et de part et d'autre, il faut une profession de foi pour le profane, de s'en remettre à la légitimité puis à la croyance qu'on a dans une institution ou une personne, un Didier Raoult ou pas un Didier Raoult. Et pour le profane, ça demande une profession de foi et je pense que les stratégies qu'on doit mettre en œuvre ne sont pas évidentes parce qu'on est face à un défi qui est structurel dans une société du risque. Au sortir de la pandémie, je pense que ça va pas s'améliorer. On a d'autres risques. Et une des questions qui, moi, m'intéresse, ça va être, en tant que citoyen, ça va être quoi notre nouveau seuil de tolérance face au risque? On a été prêt à prendre toutes les mesures pour sauver des vies et on est dans le discours qu'un mort, c'est un mort de trop. Et c'est très bien. Mais est-ce qu'on a profondément changé notre seuil de tolérance maintenant au risque? Et à quels experts est-ce qu'on va s'en remettre pour nous prémunir ou nous protéger des risques à venir? Merci Mathieu. Eh bien, merci d'ailleurs aux trois intervenants. Nous arrivons donc à la deuxième phase de ce webinaire. Donc, y a-t-il des questions que vous aimeriez poser à nos trois invités? Voilà, même si effectivement on est arrivé à la fin du temps imparti, mais je pense, enfin, on peut se permettre évidemment de se consacrer encore plusieurs minutes à des échanges. Moi, j'aurais peut-être pour comment. Voilà, c'est bon. Moi, je me disais que, bon, en vous écoutant tous les trois, la question s'adressera à vous trois. La Covid-19, elle nous a privés d'une partie de nos droits et de nos libertés fondamentales. Et effectivement, depuis la pandémie, on ressent qu'on est vraiment dans une société du risque zéro, et donc aussi, je peux reprendre l'expression de Mathieu également, le déficit zéro, si on prend l'exemple du économique. Tout ça, ça amène à prendre des décisions où tout est contrôlé, tout est encadré, tout est aseptisé. On développe un climat de peur, on agit dans l'urgence. Alors voilà, on invoque un petit peu tout ça pour faire en sorte de prendre des décisions à la hâte, quitte à nier les libertés des uns et des autres. Et donc, ce climat de peur, la détérioration de la santé mentale, toute cette société du risque, est-ce que, après la Covid, d'après vous, il y aura quand même encore une place pour la participation citoyenne parce que le vivre ensemble, c'est vivre loin des autres. Effectivement, ça paraît pas être un programme très réjouissant pour le futur. Alors, est-ce qu'il y aurait encore de la place pour la parole citoyenne et au travers de vos disciplines respectives, que cette parole citoyenne, elle pourrait s'exprimer au travers de quel prisme? Je pourrais aller, c'est super simple de mon point de vue. Quand je parlais tout à l'heure des approches très traditionnelles, très historiques de la santé publique, c'est exactement de ça de quoi je parlais. Si on regarde la stratégie de la santé publique, elle a suivi exactement le modèle ou le cadre conceptuel de ce qu'on appelle, c'est le Health Beliefs Model. C'est un modèle basé sur les croyances en santé et ce modèle se construit autour de faire peur aux gens en leur démontrant les inconvénients pour les amener à changer de comportement. Et donc, c'est cette stratégie qui a été utilisée parce que c'est ce que connaît la santé publique, alors qu'il y a 1001 autres stratégies possibles pour conscientiser les gens, les responsabiliser, recréer des espaces différents, les aider à s'adapter. On fait beaucoup ça avec le changement climatique, ça vient graduellement, mais nous, on était dans l'urgence. Et donc, pour l'urgence, il fallait une mesure radicale. Tu vois, et donc, pour moi,
le point de départ est dans les stratégies utilisées. Et on l'a utilisé aussi dans la communication. On a vu dans toutes les provinces le médecin hygiéniste responsable ou en chef ou le directeur de la santé publique arriver sur les scènes avec le Premier ministre. Et donc, il y avait cette association de pouvoir scientifique et pouvoir politique pour gérer l'interaction sociale et imposer des restrictions. Donc, en tout cas, pour moi, c'est cet aspect qui va sur utiliser la peur en pensant que c'est la peur qui va réduire le risque. Et ce n'est pas forcément vrai. Parce que la peur peut susciter la résistance et peut susciter la prise de risque, notamment chez les jeunes. Et on le voit, je ne sais pas, on n'a pas fait, j'ai rien entendu par rapport à ici, quelques histoires, mais en Europe, maintenant, il y a énormément de fêtes clandestines. Et c'est cette défiance du risque, parce qu'on a besoin de s'affirmer. Et la notion de risque, pour moi, elle est vraiment très difficile à percevoir parce que sa communication va être beaucoup dépendante du récepteur de l'information. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Christophe et Mathieu? Je pense qu'une des places où la citoyenneté peut reprendre une place, c'est dans l'évaluation des risques qu'on juge acceptables. Donc, à quoi on tient? On est présenté face à un ensemble, une gamme de risques, et là-dedans, les discours experts sont utiles. Mais il faut que politiquement, en tant que citoyen, on ait l'option de dire avec quel risque est-ce qu'on est prêt à vivre, et il me semble que c'est là le cœur de l'enjeu politique dans une société du risque, et que c'est là la place que la citoyenneté peut occuper. Merci. Christophe, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, simplement, il faut peut-être aussi réinvestir ou réexplorer déjà le principe de précaution pour faire face à ce que Mathieu et Jalila évoquent. Principe de précaution qui part du principe. Enfin, en gros, il faut trouver une espèce de juste équilibre entre la nécessité du risque. On peut pas vivre en société sans vivre le risque. Le risque fait partie de notre faire société comme de notre existence. Il faut courir un risque pour vivre d'une certaine manière. Mais au-delà de ça, il faut ensuite parfois faire vertu de prudence et notamment une prudence collective. Et là, c'est toute une série d'enjeux environnementaux, économiques aussi, ou culturels qui doivent être considérés. Pour revenir à ton questionnement, Arnaud, sur les espaces démocratiques, je pense qu'il y a énormément à faire au niveau de l'éducation. Je pense que ça devrait constituer une forme de nouvelle frontière pour nos démocraties. C'est de réinvestir le secteur de l'éducation. On le voit, je pense, tous les mois, il y a des affaires, par exemple, ce qui se passe à la Laurentienne et dans d'autres situations. C'est extrêmement préoccupant, tout simplement parce que pour vivre dans une démocratie efficace, il faut des citoyens qui puissent être éclairés, qui puissent accéder à une éducation de qualité. Et on est de plus en plus pris, encore une fois, c'est cette vieille idéologie ultralibérale qui a régné pendant une quarantaine d'années et qui nous a conduit à sabrer littéralement dans tous nos services publics qu'il faut re-questionner. Je pense qu'il y a un questionnement fondamental à faire autour de ça. Bien. Merci. Y aurait-il éventuellement une autre question au sein des personnes présentes dans le public? Moi, j'aurais une dernière question, mais là, c'est peut-être plus pour... Main levée, il y a Grégory Ah, il y a une main levée? Oui. Ah, je ne la vois pas. Ah, oui. Voilà, je la vois, elle vient d'apparaître. Donc, c'est Grégory. Oui, c'est moi, merci. Donc, rapidement, merci pour les interventions. Ma question, ça porte justement sur l'espace citoyen
à imaginer à l'avenir. Parce que mon observation anecdotale, personnelle, c'est que justement, la peur, puis le jugement, comment on cherche à condamner les autres, ça reflète la polarisation qui existe depuis bien longtemps dans notre société. On appelle les gens qui sont en désaccord avec nous des idiotes, on les condamne. Et donc, comment, pour moi, le défi que je vois, c'est comment construire un espace citoyen où, oui, on intègre les experts, mais il n'y a pas toujours de consensus chez les experts, certainement pas chez les politiciens, et certainement pas encore plus chez les citoyens sur justement quelles sortes de risques on peut accepter ou non, ou quelles sortes de consignes sont raisonnables ou non. Et c'est comment agrandir ou faire mieux cet espace pour éviter le danger et même les menaces de racisme, de l'ignorance, des échanges qui sont vraiment négatifs. Bien. Ouais, merci. Est-ce qu'éventuellement vous voulez commenter ce commentaire? Je pense que de part et d'autre, il faut. Là, ce qu'on a vu, c'est. Il y a vraiment les deux camps. Hein. Il y a les Covidiots, là, je ne sais pas comment on le prononce, mais dans ce cas-ci, et il y a ceux qui s'en remettent entièrement aux autorités. Et dans les deux cas, il y a une radicalité, il y a une radicalisation. Et il faut éviter. Il faut éviter cette radicalité-là. Et je pense qu'il faut qu'on reconnaisse une certaine nuance à la science, une certaine fragilité à la science. Elle doit nous guider, mais on doit aussi reconnaître sa relative fragilité et reconnaître que c'est des positions à peu près équivalentes qu'on poste, disons, sur Twitter ou sur Facebook, une consigne de la santé publique ou une théorie du complot, on s'en remet à une entité, mais notre jugement n'est pas un jugement d'expert. On s'en remet à une autorité plus grande à laquelle on fait confiance. Et dans les deux cas, c'est un saut de foi qui est fait. Et je pense qu'il faut sortir un peu de ce sectarisme-là, parce que dans les deux cas, on fait preuve, je pense, d'une forme de sectarisme qui amène à voir l'autre comme étant irrationnel et nous comme étant rationnels dans la vérité. Et ce n'est pas une question, je pense, de vrai ou de faux à ce moment-là. Merci. Eh bien, je pense que le webinaire touche à sa fin. Hein, donc, je tiens à remercier de nouveau Mathieu, Christophe et Djalila de votre participation. Merci à Grégory pour la question. Merci à l'ensemble des personnes qui ont participé. Les webinaires de la Faculté des Arts et des Sciences sociales prennent une pause jusqu'à la rentrée prochaine, mais on retrouvera cet exercice à partir du mois de septembre. Donc, on ne manquera pas évidemment de communiquer sur les nouveaux sujets, les nouveaux thèmes. Hein, donc, on ne manquera pas de vous les envoyer. Et donc, merci à vous. Et puis, belle fin de session. Là, c'est la dernière ligne droite, mais elle est assez intense pour tout le monde. Alors, bon courage à toutes et à tous. Et puis, au plaisir de vous revoir prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Merci, bye. Bye. Merci.